Et par ailleurs, le projet Cultivar est à mi-parcours de sa durée de vie. Et nous avons encore plusieurs autres modules d'enseignement à monter et nous aimerions que d'autres chercheurs se joignent au projet. Et nous avons pensé que la meilleure façon de motiver des chercheurs à nous rejoindre, c'était de faire parler d'autres chercheurs. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons avoir 6 grands témoins. Leur photo est affichée derrière moi. Nour Hamadi nous expliquera qu'il a participé à des formations à la pédagogie proposées par Cultivar. Il nous expliquera comment il a utilisé ce qu'il y a appris. Mathieu Thomas, donc la photo en noir et blanc, lui a bénéficié d'un débriefing Cultivar, c'est-à-dire une fois qu'il est intervenu en classe, qu'il a fait cours aux étudiants, il a pu débriefer. Il nous expliquera aussi ce qu'il en a retiré. Ensuite, en troisième position, Norbert Billotte. Lui, il a joué le rôle de tuteur de projet. Il a accompagné un petit groupe d'étudiants qui ont monté un projet pendant 4 semaines. Et quand je lui ai posé la question de qu'est-ce que ça lui avait apporté, il m'a dit « ça m'a rajeuni le cerveau ». Voilà, donc il nous expliquera comment il a rajeuni grâce au contact avec ses étudiants. Claire Billot coordonne un module Cultivar, donc elle nous expliquera comment elle vit son expérience de montage de modules. Jean-Pierre Labouisse, lui, a la chance d'accueillir actuellement une stagiaire dans son équipe, stagiaire dont le stage est financé par Cultivar. Et enfin, en fin de matinée, nous serons en visio avec Véronique Lefebvre depuis Avignon. Véronique Lefebvre nous expliquera comment Cultivar a aidé son équipe à sauvegarder des connaissances d'une spécialiste du piment qui allait partir à la retraite. On a fait un petit film vidéo sur le piment qu'on projettera aussi en fin de séance. Voilà. Donc le principe de la matinée est simple. Les témoins vont s'exprimer pendant environ 5 minutes et ensuite vous pourrez leur poser des questions. Donc, vous pouvez poser des questions aux témoins, mais aussi à la management team qui est sagement assise dans les fauteuils. Alors, la management team n'est pas au complet. Je vous présente donc Jean-Christophe Glatzmann à gauche, le coordonnateur du projet Cultivar, Jean-Marc Lacappe, Thierry Simoneau, et il manque Dominique Thys qui est en déplacement à l'étranger aujourd'hui, Pascal Ganté et Fabrice Varocco qui avaient des obligations professionnelles aujourd'hui. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire que aussi à la fin de la matinée, Jean-Marc prendra la parole pour vous faire un petit point sur les modules déjà réalisés et les modules en cours. Il vous reparlera des stages. Donc nous sommes ensemble environ jusqu'à midi et à l'issue de la matinée, vous êtes cordialement invités à un apéritif buffet qui se tiendra soit juste là, soit dans l'amphithéâtre de Verdure. Voilà. Bien, donc je passe la parole à Jean-Christophe Glatzmann. Si tu veux bien venir au niveau du pupitre, comme ça la caméra pourra bien te suivre. Bonjour à tous. Merci Agnès pour les explications, l'introduction et les explications sur le déroulement de la matinée. Donc moi, j'ai 5 minutes pour vous parler de ce qu'est Cultivar et vous rappeler ce qu'est Cultivar et puis donner une petite touche personnelle, un petit témoignage personnel. Donc j'ai quelques notes là que je voudrais, qui vont m'aider à me rappeler les éléments principaux que je voulais voir avec vous. D'abord, en une phrase, Cultivar, ça vise à mobiliser les chercheurs sur leur spécialité et leurs créneaux d'excellence pour qu'ils transposent leurs résultats les plus récents pour les intégrer dans la formation d'étudiants que nous voulons aussi excellents. Le grand domaine, c'est celui de l'amélioration des plantes. Et le principe, c'est qu'on fait ça avec des masters, des curriculums montpelliérains, mais aussi des curriculums en partenariat au Sénégal, avec l'université de Dakar, l'université de Thiès, et puis au Vietnam avec l'université de Hanoï. Les deux modes principaux, les deux voies
principales d'intervention sont, un, la production de briques ou de modules d'enseignement qui correspondent à un certain volume d'enseignement, un certain nombre d'heures, avec une cohérence déterminée qui doivent être intégrées dans les curriculums. Et la deuxième voie, c'est celle de l'invitation d'étudiants venant du Sénégal ou du Vietnam, ou éventuellement d'étudiants français qui seraient intéressés par la dimension internationale de Cultivar, pour les accompagner, d'abord les inviter, les prendre en charge et les accompagner dans leur progression. Les accompagner, ça veut dire que nous essayons de leur rendre la vie plus facile, mais aussi nous essayons de profiter de cette interaction pour améliorer nos pratiques et nos approches. Voilà, donc l'idée de Cultivar vient d'une longue histoire qui a démarré avec la création des unités mixtes de recherche qui ont rassemblé recherche et enseignement. À Montpellier, avec le CIRAD et l'IRD en particulier, il y a la troisième dimension partenariale, donc rapport avec les partenaires internationaux. Et tout ça nous a amené à constater rapidement qu'il y avait un besoin de coordonner la programmation en recherche et la programmation en enseignement. Et les masters ont aussi un cadencement, ils ont des maquettes qui sont valables pour 5 ans. Et nous devons essayer d'optimiser un peu, d'harmoniser un peu l'ensemble. Il faut dire que cette préoccupation est importante et elle marque une évolution qui aboutit aujourd'hui, dans quelques jours on va rendre les premiers dossiers, à la création d'écoles universitaires de recherche qui sont une nouvelle forme qui associent recherche et enseignement et qui, à Montpellier, ont une dimension internationale. Donc, avec notre projet, on marque, on accélère l'évolution dans une direction qui est de toute façon prise et nous avons tout intérêt à bien faire le travail et nous pouvons aussi inspirer d'autres collègues qui seront dans cette démarche-là. L'autre motivation, c'est un peu plus individuel, c'est ce qu'on appelle the protégé effect. Ça marche que en anglais, mais c'est protégé avec 2 accents aigus, qui en fait revient à constater qu'on apprend mieux quand on explique à d'autres gens. C'est-à-dire qu'on learn by teaching. Et quand on apprend quelque chose pour l'expliquer à quelqu'un d'autre, on l'apprend beaucoup plus vite que si on l'apprend pour soi. Et c'est quelque chose de documenté, et c'est quelque chose que tout un chacun doit mettre en œuvre et utiliser pour tirer les bénéfices dans son travail. Donc c'est une invitation à faire ça, à le pratiquer, ce qui nous permettra à tous d'améliorer nos approches et nos discours. Par ailleurs, il est aussi utile d'expliquer ce qu'on fait à la société et en l'expliquant à des étudiants, on se prépare à l'expliquer à un public plus large et c'est quelque chose d'utile. Ça nous permet de développer, d'élaborer notre discours pour des interventions qui doivent expliquer au plus grand nombre tout ce qu'on fait. C'est quelque chose de très important. Juste un point de témoignage personnel. Alors, on a recruté 2 cohortes d'étudiants. La première, on l'a recrutée l'an dernier sur la base de certaines procédures un peu minimalistes. On a eu des interviews à distance, on a fait quelques QCM et on a abouti à la sélection de 6 étudiants, 3 du Vietnam, 3 du Sénégal. Cette année, nous avons un peu élaboré le processus, c'est-à-dire que certains d'entre nous sont allés sur place pour procéder à des interviews. Et moi, j'ai eu la chance d'aller au Sénégal pour interviewer 9 étudiants issus de la sélection à partir d'un lot de 23 étudiants. Donc une sélection sur dossier en prenant les plus excellents. Ils avaient tous des résultats dans leur scolarité tout à fait impressionnants. Et donc j'ai eu la chance de les rencontrer, aidés par les enseignants locaux qui avaient organisé la chose. J'ai vu chacun pendant 1 heure. Ensuite, ils ont aussi travaillé sur des QCM. Mais j'ai
vraiment pris un plaisir infini à ces interactions. J'ai rencontré des gens motivés, très divers dans leur origine, très divers dans leur approche. Il y avait une fille d'institutrice, des enfants d'agriculteurs, des enfants de commerçants, très divers sur le plan origine sociale et très motivés. Une des questions qu'on nous avait recommandé de leur poser, c'était est-ce que vous êtes sûr d'être capable de vous adapter à la vie à l'étranger, ce sera différent, ce sera nouveau. La réponse, c'est que pour être là où ils étaient, ils avaient déjà passé un certain nombre d'épreuves qui sont très comment dire, sélectives. Par exemple, la vie étudiante avec des petits moyens, ça nous amène à coucher à 8, habiter à 8 dans une chambre. Et si vous voulez apprendre à travailler dans cette ambiance-là, eh ben, c'est pas trivial. Donc il y a beaucoup de choses qui sont déjà... enfin, ils ont déjà passé beaucoup d'étapes un peu compliquées. L'une d'elles était, par exemple, ça m'a beaucoup marqué, passer son temps libre à organiser une formation au micro-jardinage pour les femmes sénégalaises. Je trouve que ce sont des marques de motivation et de vocation importantes. Je finirai en disant qu'on en a sélectionné 4, et donc il y en a eu un certain nombre de heureux et un certain nombre de déçus. Et les heureux ont évidemment manifesté leur satisfaction et ont réaffirmé leur ambition et leur motivation. Et les déçus ont dit ça n'a pas été ma chance ce coup-là, mais j'espère que ça pourra l'être la prochaine fois. Je vais faire tout ce que je peux pour compenser mes éventuelles faiblesses. Et ont aussi dit que cette épreuve, la préparation d'interviews, la préparation des dossiers, avait été pour eux l'occasion de vraiment redécouvrir ou de découvrir ce qu'était l'amélioration des plantes, ce qu'on leur demande, parce qu'ils font des études, certains en agriculture, certains en biologie végétale, et le fait de se préparer à cet entretien leur a fait prendre conscience de l'importance de l'amélioration des plantes pour leur pays, pour le monde en général, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très gratifiant. Donc je suis revenu renforcé dans mes motivations, dans la part de mes motivations qui correspond à l'ambition de répondre à des besoins dans des pays où il y a des étudiants brillants et motivés qui n'attendent que l'opportunité qu'on pourra essayer de leur apporter. Donc voilà, mon petit témoignage, c'était ça. Et je reste extrêmement attaché et motivé et enthousiasmé par ce projet. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Christophe. Alors vous l'avez compris, le projet Cultivar repose beaucoup essentiellement sur les chercheurs. Et puisque ce sont eux, bien sûr, en corrélation avec les enseignants, qui montent ces modules pour des étudiants de niveau master ou doctorat. Et le problème, c'est que la plupart des chercheurs n'ont jamais été formés à la pédagogie. Ils se sont formés sur le tas, et donc nous à Cultivar on s'est dit, si on demande aux chercheurs de s'impliquer dans le projet, si on demande aux chercheurs de faire des interventions dans les classes, il faut qu'on leur en donne les moyens. Et donc on a proposé 5 mini-formations d'initiation à la pédagogie. Donc vous voyez là une photo qui représente une de ces formations, des chercheurs autour de la table. Une autre photo, là, vous voyez, hein, ça travaille dur pendant les formations. Et vous avez affiché les thèmes de ces formations à la pédagogie. Donc, concevoir une intervention pédagogique, comment animer une intervention pédagogique, hein, c'est-à-dire la gestion de la classe, l'interaction avec les étudiants. Est-ce qu'il y a des alternatives à l'exposé magistral? Est-ce qu'enseigner, ça n'est que faire un exposé magistral, ou est-ce qu'on peut enseigner différemment? Concevoir un jeu pédagogique pour ceux qui veulent
introduire une dimension de gamification dans leur enseignement, et puis réussir un exposé oral avec diaporama. Au total, depuis le démarrage du projet, ce sont plus de 70 chercheurs qui ont été formés à la pédagogie, pas seulement en France, mais également au Sénégal et bientôt au Vietnam. La semaine prochaine, ce sera au tour de chercheurs de notre partenaire, l'Université des sciences et des technologies de Hanoï, donc de bénéficier de ces formations. Parmi eux, il y a Nour Hamadi, qui a suivi plusieurs de ces mini-formations à la pédagogie. Et je vais lui demander de venir au pupitre pour témoigner sur ce que lui ont apporté ces formations. Bonjour. Alors, je crois que j'ai 5 minutes, mais ça va être beaucoup plus... Mon intervention sera, je pense, plus court que ça. Effectivement, j'ai suivi cette formation avec un peu au départ, comment dire, ne me sentant pas à ma place, parce que je pense que c'est plus pour les jeunes qui démarrent, et plutôt que pour des anciens comme moi qui ont, pendant 30 ans, on fait subir des séances de 2-3 heures d'intervention de différentes catégories d'étudiants, et on a l'impression de savoir tout. Et finalement, j'ai appris pas mal. Alors, je pense qu'il y a 2 aspects dans ce que l'on apprend. On apprend des choses qui sont de l'ordre comment dire, vraiment du nouveau pour nous. On a une prise de conscience. Et puis, il y a un autre élément, c'est qu'on découvre qu'on le savait, un certain nombre de choses. Et du coup, le fait même de découvrir qu'on le savait et qu'on l'appliquait, ça aide à mieux s'organiser à l'avenir. Alors, l'utilisation que j'ai faite de ces formations, récemment, c'était effectivement une intervention dans le cadre de formation que l'UMR dispense auprès des étudiants en master la salle Beauvais, et donc c'était voilà, l'introduction, la préparation, réussir son entrée en cours a été, je pense, un peu mieux organisé, mieux perçu, mieux vraisemblablement à aider les étudiants, et puis un tout petit peu d'innovation pour moi. En fait, la palette est large, des choses que l'on pourrait faire, mais bon, on ne peut pas tout faire d'un seul coup. Donc moi, j'avais choisi juste un élément, que justement ne pas faire subir pendant 3 heures d'affilée des choses aux étudiants, mais interrompre mon intervention tous les 10 minutes à travers, une fois que j'avais abordé un ensemble de choses que je considérais un peu comme les escaliers pédagogiques dont on nous avait parlé pendant la formation. Et pendant ces arrêts, j'ai identifié 2 ou 3 questions qui me semblaient représenter l'élément le plus important qu'on souhaitait que les étudiants retiennent de mon intervention. Voilà, poser des questions. Je faisais juste afficher mes questions au tableau, et puis un tirage au hasard un peu organisé qui permettait de demander à un des étudiants de répondre. Et il me semblait que ça a été oui, ça a aidé à ce que les étudiants
soient plus, voilà, s'endorment pas. Alors, on a affaire à des étudiants qui étaient déjà en soi plus motivés. J'aurais bien voulu appliquer la méthode auprès d'une autre catégorie d'étudiants moins impliqués, etc. Mais je pense que c'était voilà, quelque chose qui est utile et qui apporte. Moi si j'ai voulu venir témoigner aujourd'hui, c'était plus pour autre chose. Et là, je vais prendre une minute. Je m'adresse. Alors, je vois que la direction de notre UMR est représentée, mais j'aurais bien voulu que ça soit représenté quelqu'un du DRH CIRAD. Je trouve que ce que l'on apprend est tellement utile que ça devrait être obligatoire. Et ça, obligatoire, non pas apprendre aux vieux singes que je suis, mais plutôt aux jeunes. On a des parcours d'intégration au sein de CIRAD, etc. Et je pense que, voilà, moi, au cours des 2 dernières années, j'ai assisté à 2 opérations que je trouvais que m'apportaient beaucoup, et ça aurait été bien plus utile si je les avais appris un peu plus jeune, si ça avait fait partie du parcours. C'était cette formation-là, dans la mesure où chacun de nous est amené à intervenir auprès de différentes catégories de public. Et puis, une analyse un peu de notre fonctionnement individuel qui a été faite lors d'une retraite au niveau de l'unité. Voilà, aussi, ça nous fait prendre conscience à la fois de notre mode de fonctionnement et de mode de fonctionnement et des canaux comment dire, de réception de ceux à qui on s'adresse. Le fait de prendre conscience de ces éléments, je pense que ça facilite à la fois le dialogue quand il s'agit de dialogue, et ça facilite aussi le transfert du savoir quand il s'agit de transfert de savoir. Voilà, merci. Merci beaucoup, Nour. Merci. Reste là. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Nour ? Une question de Patrice ? Patrice a entendu le message. C'est bon ? Le terme obligatoire n'étant pas quelque chose de recevable au CIRAD, on va dire, il faut fortement encourager tout le monde à participer à ce type de formation. Ouais. Merci. Alors, on vous a parlé des mini-formations à la pédagogie que Cultivar propose aux chercheurs qui s'impliquent, mais il y a une deuxième chose qu'on propose aux chercheurs qui s'impliquent, c'est qu'une fois qu'ils sont intervenus en classe, s'ils le souhaitent, on peut débriefer avec eux sur leur technique pédagogique et voir avec eux ce qu'ils ont bien réussi, ce qu'ils maîtrisent, et puis peut-être leur suggérer d'autres façons de faire. Donc depuis le début du projet, on a 17 chercheurs qui ont souhaité débriefer après leur intervention en classe. Sur les photos, là, vous voyez Karine Charon qui est maintenant à La Réunion, mais l'année dernière, elle faisait partie du projet Cultivar. Et voilà, donc lors du débriefing, si j'étais dans la salle, vous voyez, je la mitraille au niveau photo, et ensuite on peut examiner, reprendre pas à pas la façon dont le cours s'est passé et analyser. Voilà, est-ce qu'elle transmettait correctement les consignes? Est-ce que quand elle utilisait le support du tableau, elle écrivait assez gros? Ce genre de choses. Mathieu Thomas a bénéficié d'un débriefing un peu identique et je lui ai demandé s'il voulait bien venir témoigner sur ce que lui, il a retiré de ces séances de débriefing. Donc Thomas, si tu veux venir. Mathieu, pardon. Oui, bonjour à tous. Donc, ouais, merci Agnès. Peut-être juste pour replacer le contexte de ce débriefing. Donc, moi, je suis intervenu, donc ça fait pas très longtemps que je suis au CIRAD, je suis arrivé en septembre, j'étais recruté en septembre. Et donc, j'avais vaguement entendu parler du projet Cultivar, qui intervenait au niveau des formations en Amélio.
et sans m'être vraiment impliqué. Puis donc par l'intermédiaire de Dominique Tiss, donc j'ai eu l'opportunité d'intervenir dans un des modules qui s'appelait Designing New Crop for the Future. Et dans ce contexte-là, donc Agnès m'a contacté pour me proposer, si je le souhaitais, donc comme elle l'a présenté, d'assister à mon intervention et de prendre un peu de temps, donc prendre une demi-heure après, quelques temps après, pas forcément juste après, pour pointer un peu les points positifs et les points améliorés. Bah voilà, moi, ça m'intéressait parce que j'avais aucune compétence en pédagogie, comme la plupart des chercheurs, et je trouvais ça intéressant que ça soit proposé comme ça pour nous. Voilà, c'était comme un service qui était juste à notre disposition. Et donc, bah, comment s'est passé concrètement le retour? Donc, tout d'abord, moi, j'ai trouvé donc Agnès, elle était extrêmement bienveillante, donc elle a commencé par les points positifs et après elle abordait plus les points négatifs. Et à chaque fois, elle a structuré son retour en trois. Enfin, moi, j'ai retenu vraiment trois points. Donc, sur les aspects très factuels, donc sur le support, la qualité du support, la manière d'amener les idées, de les structurer. Et l'autre point, c'est sur tout ce qui est lié au non-verbal. Donc c'est notre attitude et notre attitude envers les étudiants, le fait de bouger ou de pas bouger en fait, le fait de se déplacer dans la salle. Enfin, c'est des choses que j'avais pas préparées puisque quand on prépare, enfin moi quand je prépare, je réfléchis surtout au contenu et pas tant la mise en scène en quelque sorte de comment je vais m'y prendre pour faire passer le message. Donc ça m'a bien intéressé de réfléchir un peu à ça. Et puis bah, le troisième point, c'est bien évidemment tout ce qui était en lien avec les méthodes pédagogiques en fait. Donc ça, c'est quand on a zéro formation en sciences de la pédagogie, c'est des choses que moi je connaissais pas du tout. Et donc là, c'était plutôt une source de curiosité en fait, c'est-à-dire qu'elle, sur la base de mon intervention, de mon support de présentation, elle m'a expliqué qu'il y avait plusieurs formes d'intervention envisageables. Et donc c'est des choses qu'elle décline dans les mini-cours qu'elle a introduits juste avant. Et donc qui permet de trouver des alternatives à un exposé magistral qui dure, voilà, qui peut être un peu rébarbatif pour les étudiants. Et donc, bah voilà, en termes d'expérience et surtout moi, de votre perspective de ce genre d'expérience de retour proposé dans le cadre de Cultivar, bah, c'est avant tout une envie d'en savoir plus. Et donc, bah, avec toujours la possibilité de pouvoir assister à ces mini-formations qui ne sont pas très contraignantes. Donc, je bascule peut-être un peu plus sur les mini-formations, mais je trouve que le lien, pour moi, il était assez évident parce que en plus, donc c'est des formations qui sont assez légères puisque c'est des demi-journées et assez thématisées. Donc là, moi, j'ai suivi une sur les créations autour de la création de scénarios pédagogiques. Donc c'est vraiment l'idée de se dire, bah, dépasser le contenu notre contenu scientifique, mais dire comment, voilà, ça revient avec cette question de mise en scène, comment on la met en forme, comment on l'articule sur le temps de la séquence qu'on a à disposition. Donc voilà, je vais pas. Et puis aussi, donc sur. Moi, je trouve que enfin là, je l'ai pas encore fait, mais je suis super curieux sur le mini-cours sur les méthodes alternatives en fait au cours magistral. Donc pas mal d'attentes là-dessus. Et donc, ouais, juste pour conclure, je ne vais pas être très long, hein, donc bah, juste rappeler que je trouve que c'est quand même, on a une belle opportunité en fait en tant que chercheur, et même dans un des mini-cours, même des enseignants-chercheurs qui expliquaient qu'eux-mêmes n'avaient pas forcément eu de cours en pédagogie. Donc, c'est quand même, je pense qu'on a une belle chance d'avoir la possibilité de profiter de ce genre d'appui de la part du projet Cultivar. Et donc, voilà, je pense que c'est une chance à saisir et qui est peu coûteuse en investissement en temps. Donc voilà, merci. Merci Mathieu. Reste là 2 secondes. Est-ce qu'il y a des questions pour Mathieu ? Tout est clair, hein, parfaitement clair. 0 question. Oui, une question là-bas. Attendez, je viens avec le micro parce que sinon on risque de ne pas vous entendre sur Internet.
Bonjour, donc je suis Soisy Guillaume. Je voulais savoir si les méthodes pédagogiques, enfin leurs enseignements pouvaient comment dire, se focaliser aussi sur les différents types de publics et l'évolution éventuellement des méthodes pédagogiques, sur les méthodes alternatives par exemple, ou sur comment, pour ne l'ayant pas fait, comment le débriefing intègre le fait, les attentes du public. Ma question n'est pas claire. Ma question est claire? Sur le débriefing, si, je pense qu'il y a eu... comment dire? En fait, bon, faut peut-être replacer un peu le contexte. Moi, je vais parler vraiment du debriefing, forcément, auquel j'ai eu accès. Donc, c'était un cours introductif, en fait. Donc, c'était pas quelque chose de très pointu. Et donc, on a eu l'occasion de discuter. Voilà, donc Agnès, en toute humilité, elle a dit, bah voilà, moi j'ai l'impression d'avoir appris des choses, même sans venir de ce domaine-là. Donc, la mission, l'objectif, aborder un sujet à un public pas forcément averti, ça fonctionne plutôt bien, je pense. Et après, sur les aspects plus techniques, je ne sais pas, là, je laisse Agnès, mais je suppose que... Oui. Alors, pour compléter peut-être la réponse de Mathieu, les formations, on les a vraiment conçues pour la situation cultivar. C'est-à-dire, vous êtes chercheur et vous allez intervenir en niveau master ou doctorat. Voilà le b.a.-ba que vous devez absolument savoir en pédagogie. Maintenant, du retour que j'ai eu avec les personnes qui ont participé, c'est vrai qu'il y a un grand nombre de choses qu'on peut utiliser, réutiliser avec d'autres publics, par exemple du grand public, si vous êtes en situation de vulgarisation, ou en prise de parole, en réunion ou en animation. Mais ce n'est pas l'objectif premier. Voilà. Et excusez-moi. Et oui, alors, on ne fait pas un cours sur l'histoire de la pédagogie, on n'aurait pas le temps en 4 heures. Par contre, quand il y a une des mini-formations qui se focalise sur est-ce qu'il y a des alternatives au fameux exposé magistral. Et donc, on parle de classe inversée, d'apprentissage par les pairs, ce genre de techniques pédagogiques dont on parle un peu plus en ce moment. Alors, il y a une autre question par ici. Je ne sais pas si c'était la même question, mais est-ce qu'il y a eu un débriefing du public pour savoir est-ce que tu as interrogé les étudiants pour savoir si... Oui. Alors, le projet Cultivar prévoit effectivement une évaluation du module par les étudiants eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on leur distribue un questionnaire et on fait un tour de table. Le tour de table, bon, pas toujours, mais il y a systématiquement un questionnaire qui est remis à tous les étudiants qui participent au module Cultivar pour avoir leur avis. Donc il y a 7-8 questions qu'on leur pose, et notamment, par exemple, on leur demande est-ce qu'il y a eu des moments pendant le cours où vous avez jugé que c'était trop difficile, où vous n'avez pas compris. Et donc ça nous permet justement après de voir avec le chercheur le passage qui posait problème, parce qu'il volait un petit peu trop par rapport au niveau du public. Ou au contraire, quels sont les moments dans le cours que vous avez préférés. Donc ça nous permet ensuite d'aller voir le chercheur et dire ça a bien fonctionné, ta partie là qui dure 10 minutes où tu leur fais faire tel exercice, ça fonctionne bien. La preuve, il y a 90% des étudiants qui ont dit super, qui l'ont cité. Donc oui, on fait une évaluation. Oui. Je voulais peut-être rajouter que les produits cultivars, aujourd'hui, qu'on a en tête, quoi. C'est typiquement des briques de quelques heures ou quelques dizaines d'heures, des modules de quelques dizaines d'heures, destinés à être intégrés dans des curriculums master sur Montpellier. Ça, c'est le prototype. Mais il y a aussi des modules doctoraux qui, du coup, vont s'adresser à un public un peu différent, des étudiants en thèse travaillant sur des sujets plus divers, plus ou moins liés à l'amélioration des plantes, mais peut-être moins directement. Il y a peut-être des écoles chercheurs sur des thèmes particuliers d'intérêt général. Et puis, il y a aussi la transposition de ce qu'on produit pour usage, adaptation, dans des modules, dans des curriculums au Sénégal ou au Vietnam. Et là, on sait que les différences du public sont souvent culturelles et qu'on aura probablement des choses à mettre en place pour
faire ça bien. Et c'est quelque chose de très intéressant qui va commencer à nous arriver quand les modules mis en place ici seront transposés avec l'appui et la participation des enseignants de nos partenaires. Donc c'est quelque chose qui va nous arriver et qui effectivement va probablement demander des adaptations de nos approches. Oui. Bien. Alors, vous l'avez vu, que si vous êtes chercheur et que vous souhaitez participer à Cultivar, vous pouvez intervenir en tant qu'enseignant, entre guillemets, hein, c'est-à-dire être face aux étudiants et faire un cours avec beaucoup de guillemets. Mais vous pouvez aussi adopter un autre rôle. Vous pouvez, par exemple, être, alors là aussi je mets des gros guillemets, assistant. C'est-à-dire que vous pouvez également participer au projet Cultivar en venant en appui à d'autres chercheurs qui vont délivrer les connaissances. Donc là, à gauche, vous avez une photo qui a été prise pendant un module Cultivar sur les systèmes racinaires. Et vous avez Daniel Makuanga qui veille à ce que les étudiants respectent bien le protocole d'expérience qui leur a été fourni. À droite, vous avez Jean-Pierre Jacquemoux, qui lui aussi n'a pas fait, entre guillemets, cours en direct devant les étudiants, mais qui a participé à un module Cultivar avec Jean-Christophe Glassman et Claire Billot, où il intervenait en tant qu'appui, puisque c'est lui qui a mis au point toute la base de données sur laquelle les étudiants travaillaient. Et donc, il était là pour débloquer le travail des binômes, des étudiants qui travaillaient en binôme, qui devaient faire des exercices et se porter à leur secours, voir ce qui n'allait pas, etc. Donc, vous pouvez aussi être assistant. Il y a un autre rôle que vous pouvez jouer si vous entrez dans la communauté Cultivar, c'est le rôle de tuteur. Alors, tuteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, on a un module qui s'appelle New Crops for the Future, donc à Montpellier Supagro, coordonné par Dominique Tisse. Et donc, c'est un module qui est conçu sur le modèle de l'apprentissage par projet. Il y a un certain nombre de conférences, mais les étudiants doivent, pendant 4 semaines, monter un projet. En fait, ils doivent mettre au point un idéotype de plantes, une nouvelle variété de plantes. Et ils travaillent en petits groupes de 4 ou 5. Et il y a un tuteur qui les accompagne tout au long des 4 semaines. Donc là, vous voyez à gauche Marcel de Ressac, qui a été tuteur, mais nous en avons un autre dans la salle, c'est Norbert Billotte. Et donc, je vais lui demander qu'il vienne témoigner sur son expérience de tuteur. Bonjour à tous. Alors, donc, dans le contexte que vient de rappeler Agnès, j'ai joué ce rôle de tuteur concernant le palmier à huile et plus particulièrement les recherches en génétique génomique dont je me préoccupe au CIRAD. Et j'ai accompagné un groupe de 5 étudiantes et étudiants master universitaire ou de Supagro en 2e année. Et ils ont choisi comme projet de réfléchir sur l'amélioration de la composition en huile, de la composition en acide gras de l'huile de palme. Cette huile de palme étant souvent décriée pour des effets néfastes, par exemple, sur la santé. Alors, oui, effectivement, j'avais un peu réagi à la question de Agnès, ainsi en indiquant que finalement, mon intervention dans ce module a permis de me rajeunir le cerveau. Et en ce sens qu'avec ce groupe d'étudiants, je pensais venir pour vraiment les tutorer, les guider dans leur sujet, mais d'une façon un peu classique, hein, où le chercheur vient diffuser son savoir. Et finalement, ça s'est passé d'une façon un petit peu différente. C'est que les étudiants déjà ont posé le cadre de leur réflexion qui était plus, je dirais, d'ordre d'éthique et de problématiques sociétales plutôt qu'une réflexion scientifique sur l'amélioration de la composition d'acide gras, l'huile de palme. En ce sens, ils ont particulièrement insisté sur l'acceptation de l'huile de palme pour
de meilleurs effets, par de meilleurs, comment dire, meilleur impact sur la santé humaine. Ils ont plus insisté sur le public en Occident. Pourquoi il y avait un refus relatif de cette huile de palme et de cette plante, palmier à huile, hein, vis-à-vis du public. Et c'est finalement eux qui ont en quelque sorte eh bien, m'ont un peu obligé à me dédifférencier en quelque sorte, à me rajeunir, oui, les neurones, en finalement suggérant une autre façon de voir le problème. Et donc, au niveau technique et scientifique, de traiter ce projet d'amélioration de la composition en acide granuleux de palme pour une meilleure qualité alimentaire, mais surtout pourquoi ? Et en intégrant une dimension qui est, bon, dans notre monde du palmier à huile, complètement occultée, c'est l'acceptabilité de la plante, hein, et de ses produits, hein, et surtout la façon dont on doit peut-être mieux traiter ce genre de problématiques en intégrant la dimension sociétale. C'est en ce sens-là où il y a un rajeunissement qui est opéré de façon un peu technique, mais aussi sans oublier ce qu'avait indiqué Nour tout à l'heure, hein, ce simple fait que de participer à Cultivar, ça permet de voir les choses d'une façon différente, de réfléchir d'une façon différente et en interaction avec ces jeunes, hein, qui sont étudiants et qui demain, pour certains d'entre eux, seront eux-mêmes les chercheurs. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Norbert ? Oui, une question de Claire. Alors, je me déplace pour qu'on puisse bien t'entendre, y compris sur Internet. Claire Villot. Et du coup, vous êtes arrivé à de l'amélioration ou vous êtes resté sur la discussion éthique et sociétale avec les étudiants ? Non, le groupe a abouti à un projet. Bon, alors au niveau technique-scientifique, c'est un projet dans ses grandes lignes, mais qui a été très bien précisé en fonction de la demande sociétale, notamment en Occident. En quelque sorte, oui, tout à fait. Et ce qui est formidable, c'est que d'avoir participé à ce module, c'est que je vais pouvoir recycler cela. Je vais pouvoir recycler leur travail, donc comme une composante d'un projet donné, notamment vis-à-vis de la filiale Palmélite, qui est celle qui opère l'amélioration génétique du palmier à huile. Et donc c'est tout à fait bénéfique aussi, mais là c'est un point de vue un peu égoïste. Hein. Une autre question ? Oui. Bonjour. En fait, je pense pas que c'est égoïste. Le recyclage, c'est peut-être même une composante qu'on devrait un peu plus étudier dans l'interaction qu'on a à Cultivar. C'est comment les apprentissages sont dynamiques et comment ils sont en fait réciproques et finalement peuvent faire tache d'huile. Voilà. C'est juste cette réflexion. Tout à fait. C'est le contraire d'être égoïste, en fait. Vrai. Et même, en fait, ma contribution a été très modeste dans cette initiative Cultivar. Mais au travers de ce premier contact, mon point de vue est que, d'abord, il rejoint l'observation de Nour tout à l'heure, mais même d'une façon générale, je pense que ce projet est un modèle qui pourrait être adopté pour des programmes de formation de partenaires, hein, par exemple dans le cadre de grands projets, de consortiums, ces choses-là, où il y a des formations professionnelles qui sont organisées. Et ce modèle Cultivar pourrait grandement améliorer la diffusion du savoir, mais l'interaction aussi avec les partenaires. Hein. Merci Norbert.
Donc, je récapitule. Si vous êtes chercheur et que vous avez envie de vous insérer dans le projet Cultivar, vous pouvez le faire soit en faisant une intervention dans une classe, donc un cours, hein, entre guillemets. Vous pouvez être assistant d'un autre chercheur qui donne le cours. Vous pouvez être tuteur. Et puis, il y a un autre rôle encore, qui est le rôle de coordonnateur de module. Voilà, alors là, vous avez une photo de l'équipe d'Avignon du laboratoire GAFL qui travaille sur les fruits et légumes, et la coordonnatrice du module, je l'ai entourée en rouge, c'est Mathilde Cosse. Elle a monté avec les chercheurs qui sont autour de la table et avec Dominique Thys qui est à droite sur la photo, donc qui est l'enseignante de Supagro. Ils ont monté un module de 2 jours où les étudiants de Supagro sont accueillis en Avignon et sont sensibilisés à l'amélioration des fruits et des légumes à l'ère du haut débit. Voilà. Et donc coordinateur, ça veut dire quoi? C'est animer des réunions, vous voyez, où il y a tout le monde autour de la table et faire en sorte que tous les chercheurs qui participent au module se mettent d'accord pour bâtir le scénario du module et qu'il n'y ait pas de redondance, etc. Donc nous avons une coordonnatrice de module dans la salle, c'est Claire Billot. Je vais lui demander de venir nous apporter son témoignage. Elle monte un module sur la relation entre hommes et société. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, plantes et société, excusez-moi. Non, mais c'était assez bien vu. Donc, on a proposé ce module parce que ça fait déjà une petite dizaine d'années que traîne au CIRAD, mais pas qu'au CIRAD, cette thématique que la diversité des plantes cultivées, puisqu'on parle de plantes cultivées, elles sont cultivées par des hommes et qu'on ne peut pas étudier la diversité des plantes cultivées et sa dynamique en dehors d'une prise en compte de l'évolution des sociétés. Alors sans parler de l'évolution, juste du fait que ça se passe à l'intérieur de sociétés. Et donc cette réflexion, on l'a portée au sein d'équipes successives dans les différentes versions d'AGAP. Et puis on a décidé de constituer une équipe dans AGAP 2. Et on s'est dit à ce moment-là, on était relativement peu à se dire qu'on pouvait le décliner dans un module Cultivar. Donc ça c'est bien. Une fois qu'on a écrit notre synopsis, qui était assez facile à écrire parce que la réflexion scientifique était derrière, on s'est retrouvé à mobiliser les troupes pour venir enseigner dans ce module. Et là, c'est beaucoup plus compliqué, donc c'est pour ça que c'est pas si simple. C'est que tout ce que vous expliquez là, comme quoi c'est bien quand on est chercheur de transmettre son savoir sous forme de formation, etc. En fait, quand on est chercheur, on n'est pas du tout formé à transmettre son savoir de cette manière-là. Et qu'en gros, il nous faut 2 jours pour pondre une journée de formation de style académique, 1 heure de formation de style académique, et que c'est en fait extrêmement chronophage. Et donc, la justification du côté positif, etc., ça demande beaucoup de travail auprès de tous les chercheurs, et c'est loin d'être évident. Ensuite, la constitution de ce module, elle se fait sur plusieurs équipes de l'unité, et puis aussi sur plusieurs unités avec des intervenants venant d'ailleurs, et une collaboration effective avec une association. Et ce qu'on a décidé, c'était qu'on montait un module d'école doctorale dans un premier temps, et on souhaitait que les thésards suivant ce module soient vraiment confrontés à des aspects très pratiques. Donc on va mettre dans ce module à la fois des cours théoriques et puis une rencontre pratique avec des agriculteurs. Et la rencontre pratique avec des agriculteurs, ça ne s'improvise pas non plus. Il faut choisir les agriculteurs qui soient eux-mêmes sensibilisés à leur positionnement dans la société, la discussion avec des chercheurs, la discussion avec des étudiants. Et pour ça, on passe par l'intermédiaire d'une association qui s'appelle BD, avec laquelle on a monté aussi d'autres projets et on a un passif de collaboration. Mais donc ça débouche sur quelques petits problèmes d'organisation. Et comme on monte un module d'école doctorale, on veut que ce soit donc pratique, comme je l'ai dit,
Et du coup, on se trouve confronté à la pratique, comment est-ce qu'on la transmet à des étudiants sur un temps très court. Et la pratique en particulier, la pratique d'interview d'agriculteurs, la pratique de mise en évidence de ce que toi, tu as expérimenté, Norbert, dans ton tutorat, qui est que les demandes de la société civile sont de plus en plus présentes, et comment nous, en tant que chercheurs, on les prend en compte, on les étudie, et on forme des gens à les prendre en compte dans cette interaction, pour étudier cette interaction entre la diversité des plantes et la diversité des sociétés. Et donc, ce qu'on a expérimenté beaucoup pour l'instant dans le montage de ce projet, c'est pas tellement le montage d'un module plante-société, ou homme et plante, mais c'était le montage d'un module homme et homme. Parce que pour l'instant, on a été beaucoup dans la relation entre nous. Comment est-ce qu'on arrive même entre nous à être au même niveau de prise en compte des besoins de formation dans ce domaine-là, et du coup, comment est-ce qu'on arrive à construire un synopsis de modules qui prennent en compte ces dimensions sociétales importantes. Et ce qui est vraiment très intéressant là-dedans, c'est justement toute cette démarche de chercheurs qu'on a et qui conduit en fait dans une unité d'amélioration génétique à cette prise en compte par différents acteurs de ce facteur social. Et je trouvais que du coup, l'expérience de Norbert, elle est tout à fait illustrative du challenge qu'on avait en montant l'équipe des DSE, et qui du coup fait effectivement tache d'huile, sans mauvais jeu de mots, sur d'autres équipes, et ça devient vraiment pertinent. Donc l'idée, c'est de monter, on est dans le montage de ce module pour le dispenser à l'automne sous forme de module d'école doctorale. On le transposera sous diverses formes et avec des embryons de réflexion qui percolent déjà dans la construction d'autres modules pour des modules de master. Et ça percole aussi dans les réflexions sur d'autres projets. Voilà. Merci Claire. Est-ce qu'il y a des questions pour Claire? Oui, Patrice. Oui, merci. Du coup, Claire, vous en êtes où, enfin, dans l'état d'avancement un peu de ce module, et du coup, enfin, tu disais que ça prend beaucoup de temps aussi, et pour toi, enfin, je veux dire, coordonner la construction de ce module, ça te prend enfin beaucoup de ton temps ou... Alors, on a un synopsis sur un module qui tient sur 4 jours et demi, donc une petite semaine, avec un aspect pratique au milieu important, plusieurs intervenants. Et on a une réunion bientôt pour caler tout ça. Et a priori, c'est en bonne voie. Donc voilà. Alors moi, en tant que chercheur, ça prend beaucoup de temps. Et ce qui prend surtout du temps, c'est que je n'avais pas pris la mesure du temps que ça pouvait prendre. Et cette mesure-là, je la prends tout en ayant un autre projet international qui est censé faire un peu la même chose et sur lequel je suis complètement en panne. Parce que effectivement, ça prend énormément de temps. Donc ça prend énormément de temps, je pense que parce que c'est la première expérience qu'on ait, nous, dans ce sens-là. Et parce que au sein d'Agap, même s'il y a Cultivar, il y a eu relativement peu de sensibilisation à cette nécessité pour les chercheurs de transmettre leur savoir de façon différente de uniquement la publication. Et donc cette sensibilité, on est en train de l'acquérir un peu au forceps, et on est en train de l'acquérir de manière très hétérogène au niveau d'Agap, c'est-à-dire que finalement, tous les chercheurs ne sont pas mobilisés dans ce projet. Donc, je veux dire, au niveau Cultivar, généralement, tous les chercheurs ne sont pas mobilisés. Donc, ça repose sur les chercheurs qui sont un peu impliqués au départ. C'est extrêmement chronophage. Et en plus, ce qu'on aimerait bien, et là, je rejoins l'intervention de Nour sur les aspects sensibilisation de la RH, c'est que cette dimension-là soit pleinement prise en compte et qu'il y ait une certaine pérennisation du travail qui est fait au sein de Cultivar et par éventuellement le recrutement d'Agnès, ce serait bien.
Mais donc, juste parce que ça impulse une dynamique, que ça impulse des points de vue différents, et c'est entièrement dans notre mission de répondre aux demandes sociétales. Voilà, donc en fait, c'est pas si simple, c'est enthousiasmant, mais c'est toujours extrêmement chronophage. Non, mais, Après, la déclinaison, si tu veux, moi j'ai suivi les formations pédagogiques et je vois que ça a un impact, en fait, ça a un impact important sur plein d'autres aspects de ma vie qui ne sont pas uniquement les aspects d'enseignement, qui sont des aspects de management d'équipe, qui sont des aspects d'interaction avec la société civile plus largement. Et ces aspects de posture et de transmission du savoir et de réflexion de prise en compte des dimensions sociétales, c'est vraiment important. On le décline par exemple dans tout ce qui se passe, dans toute la réflexion qu'on peut essayer de porter là sur CRISPR par exemple, où on se retrouve à effectivement à réfléchir à notre posture de chercheur et à notre posture d'interacteur avec d'autres gens. Donc c'est bénéfique à plein de points de vue, mais c'est pas quantifiable. Non, mais je te rejoins tout à fait. Et bon, malheureusement, tu vois, cette journée, c'était un peu... Enfin, tu dis, on fait pas suffisamment d'informations ou de choses. Enfin, bon, voilà, la journée d'aujourd'hui, elle était prévue pour justement essayer de modifier un peu les gens. Tu enlèves les intervenants, on est quand même très, très peu nombreux. Mais je suis assez d'accord avec toi. Il faut qu'on arrive à trouver d'autres moyens pour encourager les chercheurs à participer. Bon, en même temps, on est en train de former une génération d'étudiants qui, eux, vont être sensibilisés. Donc, en fait, on expérimente un peu ce trou de passeurs, en fait, parce que peut-être on peut continuer à s'interroger sur notre posture de chercheur dans notre tour d'ivoire. On a été, si je continue sur CRISPR, on a été énormément bousculé par les problématiques OGM, et on s'est finalement, au lieu de travailler à l'ouverture, on a plus gardé la fermeture, tout en ayant des injonctions top-down qui étaient travailler à l'ouverture, travailler à l'articulation enseignement-recherche. Et en tant que chercheur, on n'a pas forcément réussi à bien le travailler. En tant qu'enseignant, peut-être pas non plus. Et tout ce qu'on a vu décliner sur IDEX, puis ICIT, puis maintenant EUR, on le porte, on voit la difficulté, on voit le challenge, on voit les échéances qui sont présentes là, et on est bousculé, c'est vrai. Et donc c'est très positif. Non, mais je suis d'accord. Et comme tu dis, je pense que c'est quelque chose aussi qui va aller de plus en plus, qui va se développer de plus en plus dans le cadre de l'ICIT, du projet EUR Agro, dans lequel effectivement l'UMR va être impliqué, et l'ensemble des UMR du site. Enfin voilà, je pense que c'est vraiment, il faut vraiment arriver à avoir une prise de conscience de l'ensemble des chercheurs que c'est aussi quelque chose qui nous est demandé par la société, mais aussi par nos tutelles, enfin par un certain nombre de choses. Merci Claire. Alors, si vous rejoignez la communauté Cultivar, sachez que premier signe d'appartenance, c'est le fameux arrosoir. Vous avez peut-être repéré sur le bureau de quelqu'un à qui vous avez rendu visite ce petit arrosoir. Ça veut dire qu'il est impliqué dans le projet Cultivar. Alors ça peut servir à mettre les crayons, il y en a qui mettent des plantes dedans, il y en a qui mettent des bonbons pour offrir à leurs visiteurs. Plus sérieusement, si vous participez au projet Cultivar, sachez qu'il y a un budget qui est prévu pour chaque module, un budget d'environ 5 000 € qui permet de financer la création de produits pédagogiques. On verra tout à l'heure un petit film qui a été financé avec ce genre de budget. Un film en motion design, c'est comme une sorte de dessin animé sur le piment, je vous en reparlerai tout à l'heure. Et autre avantage, c'est que Cultivar accueille des étudiants boursiers étrangers, accueille des étudiants étrangers dont il finance une bourse de soutien, et il finance aussi les stages d'étudiants français qui vont partir au Sénégal ou au Vietnam. Donc là, vous avez une photo de 2 étudiantes de l'Université de Montpellier qui, cette année, ont fait leur stage au Vietnam, au LME Rice. Et donc, les
les chercheurs qui sont impliqués dans le projet Cultivar sont sollicités en priorité pour leur demander s'ils ont des offres de stage qu'on propose ensuite à ces étudiants. Et les stages sont financés entièrement par Cultivar, donc les frais de paillasse, la gratification pour les étudiants, etc. Un des chercheurs qui a bénéficié d'une de ces stagiaires, c'est Jean-Pierre Labouise, qui est ici, à qui je vais demander de nous rejoindre et qui va nous expliquer ce que cette stagiaire a apporté à son équipe de recherche. Tu as le pointeur là. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, je vais d'abord vous présenter juste en une diapositive le projet de recherche qui a bénéficié de Cultivar. C'est comme ça. Oui, voilà. En fait, vous savez que l'on s'intéresse depuis plusieurs années ici, au CIRAD et dans notre équipe à la diversité du caféier, et en particulier du caféier Robusta. Nous nous sommes intéressés particulièrement à un groupe génétique qui sont les caféiers Robusta d'Afrique de l'Ouest, qui est un des deux grands groupes génétiques que l'on connaît de cette espèce. Et ce groupe, il est très peu représenté dans des collections ex situ. En plus, ces collections ne sont pas nécessairement très accessibles. La structure génétique est mal connue. On a seulement génotypé quelques populations originaires de Côte d'Ivoire. Et enfin, ce groupe est très important dans les schémas d'amélioration génétique du Robusta. Donc un peu pour s'affranchir de ces contraintes et développer, enfin étendre un petit peu l'échelle géographique et temporelle, donc on a pris l'option de se retourner vers l'exploitation d'herbiers historiques. Alors, nous avons découvert donc nous avons eu accès à deux grands herbiers qui sont basés au Muséum d'histoire naturelle. Donc, le processus est relativement simple. Et grâce à la documentation qui est associée à ces herbiers relative à la localisation géographique et donc au matériel lui-même. Donc, il s'agit de faire un génotypage de ces échantillons et puis une fois fait l'analyse, en quelque sorte d'avoir une meilleure vision donc, de la structuration de la diversité dans ces deux pays qui sont la Guinée et la Côte d'Ivoire. Et nous avions bien sûr l'ambition d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire d'essayer de voir si on pouvait retourner sur un certain nombre de sites anciens, faire des prospections. Donc ces ambitions qui étaient assez élevées, donc nous avons proposé par deux fois à des appels à projets donc, qui n'ont pas abouti. Donc, cependant on a quand même bénéficié avec le projet Cultivar d'un appui intéressant pour réaliser au moins la partie génotypage. Et dans ce dont je vais vous parler, donc, on a bénéficié donc, d'une stagiaire qui est Hong An, qui est de l'université d'Hanoï, qui est en étudiante en Master 3 à Supagro, qui va faire son stage de 3 mois avec essentiellement donc, du travail de labo, du travail de génotypage, mais avec un peu la spécificité de rechercher des méthodes et faire des tests sur, en particulier, valider des marqueurs de petite taille qui peuvent disons bien être utilisés avec ces ADN dégradés et faire un certain nombre d'autres tests méthodologiques de purification d'ADN ou l'utilisation de kits commerciaux. Alors ça, évidemment, nous pouvons le faire parce que grâce au projet Cultivar, il y a un forfait d'accueil qui est fourni par le projet et ça nous permet, bon, pas de faire des choses extrêmement coûteuses, mais au moins de couvrir ces travaux-là. Alors, concernant Hong-An, donc l'équipe c'était Ronan Rivalan qui devait encadrer Hong-An. Malheureusement, la semaine même de son arrivée, il s'est cassé le bras. Donc, pour faire le pipetage, c'est un petit peu compliqué. Alors là, il a essayé de dissimuler là, sous sa blouse son bras en écharpe. Mais enfin, donc, on a eu aussi donc, l'aide d'Hélène qui a un peu pris le relais sur le plan des manipulations. Mais finalement, Anne s'est très rapidement révélée très autonome. Je pense que c'était une excellente étudiante. Donc, on peut dire que la sélection qui a été faite était vraiment bien faite. Elle est autonome, elle a déjà un peu travaillé en laboratoire.
Elle est bien organisée, donc moi je n'ai j'ai beaucoup de satisfaction. Alors il faut savoir qu'elle est arrivée il y a 9 mois, elle parlait quasiment pas français, et elle a réussi quand même tous ses examens d'agro, donc à passer en 2e année, alors qu'elle ne maîtrise pas, on peut dire qu'elle maîtrisait très moyennement la langue française, même actuellement. Donc on se débrouille pour parler à la fois moitié en anglais, moitié en français, et ça se passe très bien. Donc elle s'est vraiment révélée à la hauteur, je pense, des attentes. Notre point, peut-être un peu pour le futur, il faut quand même savoir que le Vietnam, c'est le premier producteur de Robusta au monde. Donc on peut imaginer qu'elle a fait le choix, parce que c'est elle qui a quand même choisi le thème de son stage, elle a fait aussi le choix de ce thème en fonction de cette situation. Et on espère que peut-être elle pourra mettre à profit ce travail sur cette plante dans son pays. Et peut-être il y aura d'autres suites plus tard entre le CIRAD et l'Université d'Hanoï sur ce sujet. Voilà. Merci Jean-Pierre. Est-ce qu'il y a des questions sur ces histoires de stage, sachant que Jean-Marc, après, vous parlera en détail de toutes les conditions? Bon, merci Jean-Pierre. Le pointeur, il est là. Et nous allons terminer avec, les grands témoins, avec cette idée que Cultivar vous aide à mettre au point des produits pédagogiques. Le scénario de votre cours, mais aussi éventuellement donc des jeux. Ici, vous avez un jeu qui s'appelle DupliQuiz, qui a été conçu par Nabila Yayaoui, qui travaille à Agap aussi, et qui porte sur la duplication des gènes. Donc là, quand il s'agit de mettre au point un petit jeu comme ceci, vous voyez que ça ne nécessite pas un gros budget. C'est du papier Bristol de couleur qu'on a découpé. C'est un jeu de cartes qui se joue à 2 ou 3. Il s'agit d'apparier les schémas à gauche avec une carte verte et puis une carte de définition pour donc être sensibilisé aux différentes formes de duplication des gènes. Mais il y a des produits qui sont un peu plus sophistiqués et notamment nous avons avec Cultivar aidé le laboratoire d'Avignon dont je vous parlais tout à l'heure à concevoir et réaliser 2 clips vidéo portant sur le piment. Un petit dessin animé sur la gauche sur l'histoire du piment et une interview d'une scientifique qui s'appelle Anne-Marie Sage-Palois sur la droite. Et donc là, normalement, si tout se passe bien, on devrait être en visio avec Véronique Lefebvre. On me dit qu'il y a un problème. Elle ne nous répond pas. Bon. Ok. Alors, en attendant que Véronique se connecte, où elle vous fera part de son témoignage et vous pourrez lui poser des questions, je propose qu'on regarde le petit dessin animé de gauche qui porte donc sur l'histoire du piment. Si on peut faire le noir dans la salle. Et moi, pendant ce temps, je vais essayer de lancer le film. Je dis bien, je vais essayer. Voyons, vous connaissez le poivron, n'est-ce pas? Et bien sûr, vous savez faire la différence entre un poivron et un piment. Savez-vous qu'en réalité, au sein de la grande famille des Solanacées, poivrons et piments appartiennent au même genre botanique? On l'appelle capsicum. C'est la même plante, capsicum, qui produit des fruits doux, les poivrons, généralement de grosse taille, et des fruits brûlants qu'on appelle les piments, généralement de petite taille. C'est la fabuleuse épopée de cette même et unique plante, capsicum, que nous allons vous raconter maintenant. L'histoire commune de toutes les espèces de capsicum commence en Amérique centrale vers 8000 ans avant notre ère. Capsicum est alors présent sous des formes dites sauvages dans les régions correspondant au Mexique, à la Bolivie, au Pérou et au Guatemala actuel. Ces espèces sauvages se caractérisent par des plantes en forme de buisson, des fruits tout petits, toujours dressés en l'air et déhiscents, c'est-à-dire qui se détachent tout seuls du pédoncule. Aujourd'hui,
on recense 22 espèces sauvages dans le monde. Capsicum est ensuite domestiqué, c'est-à-dire exploité et utilisé par l'homme simultanément en différents endroits par les peuples amérindiens entre 10 000 et 7 000 ans avant Jésus-Christ. Il donne alors naissance aux 5 premières espèces cultivées, Capsicum frutescens, Capsicum annuum, Capsicum baccatum, Capsicum chinense et Capsicum pubescens. Ces espèces cultivées sont disséminées en Europe à la faveur du premier voyage de Christophe Colomb en 1493. Au cours des siècles suivants, Capsicum poursuit sa conquête du monde. Les Portugais répandent le piment en Afrique et en Inde, les galions espagnols l'exportent vers l'Asie. Aujourd'hui, Capsicum est présent un peu partout dans le monde. Près de 4 millions d'hectares sont consacrés à sa culture, dont les 2 tiers en Asie, notamment en Chine. Pour résumer, on peut dire que l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud constituent le centre d'origine de Capsicum et représentent ce qu'on appelle les centres de diversification. L'Asie et l'Afrique ont sans doute constitué des centres secondaires, le piment ayant suivi la route des épices. Bien, alors il paraît que cette fois-ci la connexion est établie avec Véronique. Voilà, la magie du direct. Véronique, est-ce que tu nous entends ? Alors je vous entends, mais j'arrive pas pour l'instant à tout mettre sur l'écran. Ça va venir. Nous, on te voit très bien en tout cas et on t'entend aussi. Bon, bah, moi je me vois pas, mais ça n'a pas d'importance, donc c'est très bien. Voilà, si tu regardes ta webcam, tu nous regardes droit dans les yeux en fait. Nous venons de regarder le petit clip vidéo sur l'histoire de Capsicum et je te laisse prendre la parole pour témoigner sur ton travail avec Cultivar. D'accord, très bien. Ben, écoutez, bonjour à tous et merci de m'avoir invité à témoigner sur cette expérience riche. Donc, je vais d'abord un peu vous présenter qui je suis et pourquoi on s'est lancé dans cette petite aventure fort sympathique. Donc, je suis chercheur à l'INRA d'Avignon dans une unité qui s'appelle Génétique et amélioration des fruits et légumes, qu'on appelle souvent GAFL. Et en fait, l'objectif de cette unité, c'est de produire des connaissances sur la génétique des fruits et légumes méditerranéens, en particulier sur les bases génétiques de leur comportement dans des environnements changeants, voire stressants. Et l'enjeu, c'est d'aider l'amélioration génétique de ces espèces pour répondre à des nouveaux défis de l'agriculture, comme l'adaptation aux changements globaux, par exemple. Alors, parmi nos missions, nous assurons la conservation, la gestion et la diffusion des ressources génétiques de ces espèces. Et parmi les espèces travaillées, nous collectons depuis plus de 50 ans maintenant les ressources génétiques du piment, du piment et des espèces apparentées. Parmi les travaux qui ont été conduits sur le piment, la plupart utilisent les ressources génétiques qu'on a rassemblées. Et ces ressources génétiques ont vraiment appuyé l'ensemble de nos travaux. Et les travaux de recherche qui ont été conduits sur le piment ont été réalisés par plusieurs générations de chercheurs qui ont petit à petit forgé l'expertise de l'unité sur cette espèce et contribué à sa visibilité. Et parmi ces personnes, il y a eu 2 personnes particulièrement marquantes qui ont œuvré dans ce sens et depuis près de 30 ans. Il s'agit de Alain Pallois et Anne-Marie Sage-Pallois. Or, Alain Pallois nous a quittés en mars 2016 et immédiatement dans la foulée, Anne-Marie, son épouse, a pris sa retraite. Donc l'unité s'est trouvée dépourvue de ces 2 personnes, un peu orphelines sur cette espèce qui est emblématique. Voilà, donc ça c'était un premier élément. Et puis en parallèle, ce qu'on peut dire, c'est que l'unité a accueilli depuis de très nombreuses années les étudiants en master de Montpellier Supagro.
Et à cette occasion, justement, Alain Pallois et Anne-Marie Pallois présentaient sur le terrain, au champ, les ressources génétiques du piment. Donc c'est quelque chose qui est très très joli. Enfin, si vous avez l'occasion de venir d'ici septembre, c'est vraiment magnifique. Et donc, en même temps qu'ils présentaient les ressources génétiques, ils présentaient leurs recherches et les recherches conduites par l'unité et toutes ces recherches qui bénéficiaient des ressources génétiques. Donc, c'était un moment d'échange tout à fait unique entre les chercheurs et les étudiants, dans une ambiance franche, décontractée. Et cette ambiance faisait que tout le monde s'autorisait à poser toutes les questions qui leur passaient par la tête. Et c'était aussi un moment où chacun pouvait s'essayer à des tests de résistance au goût brûlant du piment, par exemple. Et donc, il y a des bons souvenirs amusants à ce propos. Et voilà, c'était un rendez-vous très apprécié de la part des étudiants, de la part des professeurs, d'après les échos qui retournaient, et puis qui était aussi très apprécié par Alain et Anne-Marie, qui étaient en inclus. En fait, l'année du décès d'Alain et du départ d'Anne-Marie fut aussi l'année du lancement de Cultivar. Et alors là, à cette époque-là, j'avais le rôle de directrice d'unité et en même temps, je suis amie très proche d'Alain et Anne-Marie et je deviens héritière des projets de recherche sur le piment. En tout cas, de qu'est-ce qu'on va faire de ces recherches et de ces ressources. Et donc, pour moi, il était vraiment important de perpétuer ce moment d'échange entre les chercheurs et les étudiants. Et j'avais aussi la volonté de fixer dans la mémoire collective les connaissances qu'Alain et Anne-Marie aimaient transmettre. Et ils avaient la particularité de transmettre une passion. Et de manière toujours simple, ludique, hein, au travers des visites sur le terrain, au champ. Et donc, c'était quelque chose qu'ils savaient bien faire et que j'avais envie de perpétuer. Donc, c'est la concomitance de ces différents événements, tachés d'émotions à l'époque, hein, c'était quand même assez lourd d'émotions. Et en même temps, la découverte du projet Cultivar, dont l'objectif était de produire des ressources pédagogiques transportables, et notamment vers les pays du Sud, pays auxquels Alain était très attaché. Et l'ensemble de ces éléments m'ont poussé à proposer au groupe de management de Cultivar et puis aux professeurs associés de créer, d'immortaliser les paroles d'Alain et Anne-Marie, et par le biais de vidéos, puisqu'on avait listé toutes les possibilités de produire des supports pédagogiques. On avait parlé des vidéos et je me disais, après tout, tiens, pourquoi pas des vidéos sur ce qu'ils avaient l'habitude de raconter, ce serait sympa. Voilà. Et donc, c'était pour moi un moyen d'immortaliser leur volonté de transmettre à tous. Ils étaient très ouverts, tous les deux. Ils transmettaient à tous leurs collègues de tous les pays, à toutes les générations et à tous les niveaux techniques, scientifiques. Et Alain était très attaché aussi à la transmission vers les jeunes générations, ce qui était tout à fait en harmonie avec l'objectif de Cultivar. Voilà. Donc cette vidéo, à force de discussion avec le groupe de management Cultivar, cette vidéo, elle avait pour objectif d'être pédagogique avant tout, mais aussi d'être chargée d'un contenu scientifique exact, précis, ce qui était vraiment important, et qui était destiné pour les étudiants, bien sûr, mais pour moi aussi, c'était important que ce soit destiné au grand public. Car j'avais la volonté de laisser une trace de leur contribution sur le site web de l'unité, de notre unité de recherche, dans laquelle ils ont travaillé 35 ans ou 30 ans, enfin, je n'ai plus les dates exactes, mais voilà. Donc, un peu à l'image d'Alain et Anne-Marie, c'était pour moi, ou plutôt pour l'unité, un moyen de faire un arrêt sur image, sur un passé qui ne sera plus, mais qui sera plus le même, du moins, et qui évoluera. Et c'était un moyen de perpétuer la nature emblématique de l'espèce piment au GAFL. Et voilà, donc on a fait 2 clips, vous en avez visionné un, et pour moi, ces 2 clips sont vraiment une réussite, je suis très contente. Et
c'était une belle expérience. Voilà à peu près ce que je voulais te dire. Merci Véronique. Tu as les applaudissements de la salle. Merci. Je vais donc demander à la salle s'il y a des questions pour toi. Oui, alors une question. J'apporte le micro. Claire Villot, Agap. Et j'aurais voulu savoir comment... Bonjour. Comment vous continuez la conservation du piment? Est-ce que c'est vous qui portez maintenant tous les projets de recherche sur le piment? Et comment est-ce que vous continuez ces aspects d'enseignement avec accueil d'étudiants en direct? Et comment, du coup, vous avez articulé au sein de votre unité cette transmission du savoir au-delà seulement des vidéos? D'accord. Alors, il y a 3 questions dans votre question, donc je vais essayer de répondre en 3 parties. Donc, la première, c'était comment on conserve les ressources génétiques, la seconde, comment on poursuit les projets de recherche, et la troisième question, c'est notre investissement en termes d'enseignement et de transfert. Donc, pour la conservation des ressources génétiques, alors là, c'est plus en tant que directrice, directrice d'unité, que je vais répondre. J'ai voulu, dès le début de mon mandat, créer une structure qui rassemblait toutes les compétences touchant à la conservation des ressources génétiques. Et donc, on a créé ce qu'on appelle un CRB, Centre de ressources biologiques, car autrefois, les ressources génétiques étaient distribuées de manière assez dispersée dans les bureaux des chercheurs, et il y avait aucun élément, enfin, il y avait peu d'éléments qui centralisaient l'ensemble des métadonnées associées à ces ressources, voire même des graines, voire même des données de caractérisation primaire et secondaire et des données passeports. Donc, avec les adjoints de la direction, on a voulu faire monter en puissance un centre de ressources biologiques, ce qui est déjà bien lancé. On a réussi à convaincre la direction générale de l'INRA qu'il fallait recruter un ingénieur pour prendre en charge ce centre de ressources biologiques. Et c'est quelque chose qui est en construction. Donc, si je reviens précisément à l'espèce piment, la conservation des ressources génétiques Capsicum rentre et est déjà rentrée dans ce centre de ressources biologiques et sera maintenue comme les autres espèces, tomates, aubergines, melons, cucurbitacées en général, dans ce centre de ressources biologiques. Ça, c'est la première partie de la question. La deuxième partie, comment poursuivre les recherches sur le piment. Donc, Alain Palois, qui travaillait depuis très longtemps sur cette espèce, avait de très, très nombreuses collaborations. Et en fait, il avait plus une approche de génétique intégrative, c'est-à-dire tout ce qui touchait le piment, ça l'intéressait. Et il facilitait le déroulement de plein de recherches à travers le monde, au travers de ses collaborations, au travers de sa connaissance de l'espèce et des ressources génétiques, et au travers de la diffusion des ressources génétiques. Donc, il a semé des tas de graines, de manière figurée et réelle. Il a semé des tas de graines partout dans le monde, et donc il y a certaines collaborations où j'ai pris un peu le relais. Alors, voilà, Alain, c'est une personne et moi, c'est une autre personne, donc c'est certainement, ce sera fait peut-être un petit peu différemment, mais voilà, en tout cas, dans ce qui est continué à l'étranger en termes de collaboration, j'ai pris le relais. Et puis aussi, même en France, il y a déjà plusieurs personnes qui collaboraient avec Alain, qui reprennent une partie de ses projets. Et pour ma part, moi, je reprends une partie des projets sur lesquels j'étais déjà très impliquée et que je vais poursuivre. Donc, c'est toujours un événement, le départ de quelqu'un, et ça nécessite de faire des choix et des choix avec les moyens dont on dispose, ce qui est quand même toujours un petit peu douloureux. Voilà, et la troisième partie par rapport à l'enseignement, donc Alain transmettait notamment aux étudiants Supagro Montpellier. Là, on va élargir ce cadre-là. C'est pas seulement Supagro Montpellier, mais c'est aussi les étudiants qui sont
dans le processus Cultivar, donc on va les accueillir aussi. On accueille aussi régulièrement les étudiants de l'IUT d'Avignon, et c'est quelque chose qu'on va poursuivre, puisque c'est bien souvent Alain qui faisait ces visites. L'année dernière, c'est moi qui ai fait cette visite, et dans l'unité, il y aura le responsable du centre de ressources biologiques qui pourra aussi faire ces visites petit à petit, c'est-à-dire qu'il y a une transmission de connaissances qui se fait entre Alain et moi dans un premier temps. Ça dure, puis ça faisait presque 30 ans qu'on travaillait avec Alain. Et puis une transmission que je vais poursuivre avec les plus jeunes qui arrivent dans l'unité et qui reprendront la responsabilité de l'entretien de ces collections. Voilà, donc on va essayer de le faire. Ce sera certainement fait un petit peu différemment, mais à la fois, on tient à le maintenir. Merci Véronique. Il y a une question de Jean-Christophe Glassman, le coordinateur du projet Cultivar. Tu as le micro. C'est un complément, puisque j'étais au Sénégal il y a quelques semaines pour différentes raisons, en particulier l'interview de candidats étudiants pour Cultivar. Et j'étais à Thiès et j'y étais le jour où a eu lieu l'intervention du responsable de la sélection de Tropicasem, qui est une branche de Technisem, et donc c'était un chercheur sénégalais qui nous a raconté la conduite de programmes de sélection sur une petite dizaine d'espèces, dont nombreuses étaient communes avec vous et qui connaissaient Alain et qui étaient venus à Avignon. Et j'ai trouvé que c'était une belle convergence autour de Cultivar et de ce que vous faites sur le piment, et qui demande juste à être poursuivi. Voilà ce que je voulais dire. Véronique, on n'a pas entendu ce que tu viens de dire là. Il y a eu une coupure, la dernière phrase. D'accord. Est-ce que tu souhaites un commentaire par rapport à ton témoignage ou... Non, c'est simplement que j'ai trouvé que c'était une conjoncture intéressante, et je suis sûr qu'on va en reparler entre nous bientôt. Oui, j'avais l'intention de t'appeler à ce sujet. D'accord. Merci beaucoup. Une question encore ici ? Oui. Bonjour, Delphine Miolet, d'Agap aussi. Concrètement, par rapport au film que vous avez fait, je trouve que c'est un super moyen pour retracer l'histoire de la domestication du piment. Et moi, je travaille sur le riz. J'aimerais beaucoup que quelqu'un fasse ça. Jean-Christophe, peut-être. Et je voulais savoir, au niveau temps, qu'est-ce que ça demandait comme investissement, si vous aviez transmis à l'équipe qui a réalisé le film des documents écrits, ou si c'est le fruit de discussions avec l'équipe de réalisation, tout ça. Oui, alors en fait, il y a eu plusieurs phases dans ce projet. La première phase, ça a été convaincre les personnes qui travaillent dans Cultivar de l'intérêt de faire ce projet. Donc ça, convaincre, ça veut dire arriver à dire quels sont les objectifs, quelles sont nos attentes, à qui on destine cette vidéo. Donc ça, c'était un premier travail dans lequel j'étais impliquée. Ensuite, j'avais vraiment envie de mettre à l'honneur Anne-Marie Sage-Palois, qui est l'épouse d'Alain Palois, et qui était la personne responsable des ressources génétiques. Et dans mon unité, quand quelqu'un qui a vraiment marqué l'unité part en retraite, j'aime bien qu'il y ait une trace. Notamment, il y a un technicien qui a mis en place toute la protection biologique intégrée. On a écrit un article avec lui là-dessus pour mettre en valeur son travail. Donc c'est un gros travail, mais j'ai voulu le faire au moins pour Anne-Marie, et c'était aussi un clin d'œil à Alain au passage. Et donc là, finalement, c'est Anne-Marie qui a pris le relais, et donc il y a eu Agnès qui est venue sur site voir la collection, qui a discuté avec Anne-Marie. On a eu aussi, Agnès a choisi une équipe de caméramans, de tourneurs, et qui a fait la proposition du clip, à qui on a expliqué aussi ce qu'on attendait. On a fourni des documents, et notamment on a beaucoup fourni les documents, les PowerPoint que Alain faisait
quand il partait au Sénégal ou quand il partait à Cuba, où il faisait des PowerPoint, enfin il faisait des présentations. Et on a fourni tous ces éléments. Et en fait, après, avec Agnès, on a aussi travaillé sur le découpage des grandes lignes qu'on voulait transmettre. Parce qu'en fait, quand on est un peu spécialiste d'une espèce, on a envie de tout dire en même temps, parce que tout est important. Or, voilà, c'était important qu'on fasse des vidéoclips très courts. Donc, on a dit, bon, on va d'abord faire un premier vidéoclip sur l'histoire du piment, puis après un deuxième vidéoclip sur les différents types de piments et leurs usages, et puis un troisième vidéoclip sur, qui n'est pas fait encore, sur la sélection du piment. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette sélection? Voilà. Donc, on a fourni des documents, et après, c'est Anne-Marie qui s'est prêtée à l'exercice de parler sur le film dans le cadre du deuxième film. Et suite à différentes discussions, on a créé le scénario. Agnès a fait un bilan des scénarios créés. Elle nous les a envoyés, on les a relus. Il y a eu plusieurs allers-retours entre Agnès et nous sur la lecture des scénarios. Même quand il y a eu le premier clip, on a aussi apporté certaines corrections. Voilà, il y a eu plusieurs allers-retours. Mais étant donné qu'on était plusieurs intervenants, moi je trouve, et puis que ça s'est fait au moins sur un an, peut-être, ou peut-être moins, peut-être 6 mois, je ne sais pas, mais ça n'a pas été extrêmement lourd pour moi. Pour Anne-Marie, ça a été peut-être un petit peu plus lourd, et puis pour Agnès, ça a dû être aussi un peu lourd. Mais voilà, c'était... Non, ça, je trouve que... une fois que c'est fini, on oublie tout le temps qu'on a passé dessus, je trouve, et voilà, ça allait. Merci. Je propose, comme on est dans le timing, qu'on regarde les premières minutes du deuxième clip vidéo sur donc l'interview de Anne-Marie Sage-Palois. Hein, c'est le clip, l'image de droite, pour que vous voyez un petit peu mieux de quoi on parle. Donc je lance la vidéo. Donc c'est sur les types variétaux du piment. Les piments cultivés dans le monde aujourd'hui se répartissent en plusieurs types variétaux, aux formes et aux couleurs variées. Comment s'appellent ces types variétaux? À quelles utilisations correspondent-ils? Pour le savoir, direction le domaine Saint-Maurice, à Montfavet, près d'Avignon, dans le sud de la France. Ce centre de recherche INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, abrite l'une des plus grandes collections de piments au monde. Il anime aussi un réseau international de ressources génétiques consacré à Capsicum, le genre botanique auquel appartiennent les piments. Anne-Marie Sage-Palois, ingénieure d'études INRA, a consacré sa vie à l'étude de Capsicum. C'est la spécialiste des piments. La première chose dont je voulais vous parler, c'est que dans le langage courant, nous appelons poivrons les fruits gros et doux, et les piments les fruits petits et brûlants. Mais en réalité, dans une collection de variétés, comme nous avons à l'INRA de 1600 variétés, nous avons des plantes qui donnent des gros poivrons brûlants et certains qui ont des piments doux. Donc le vrai terme que nous employons, c'est le terme piment du genre botanique Capsicum, qui est le vrai terme scientifique. De nos jours, le piment, donc Capsicum, est consommé de toutes sortes de façons. Cru, cuit, séché, en poudre ou en pâte. Il est également utilisé comme colorant, comme plante médicinale et même comme plante décorative. À ces différentes utilisations correspondent ce qu'on appelle des types variétaux. Donc il existe 6 principaux types variétaux de piments. Et le premier est le piment légume, consommé soit en frais, soit cuisiné. Donc vous avez là la variété Noto qui vient du Sénégal et qui est du type antillais et qui est cultivé dans tous les pays d'Afrique. Il est utilisé dans les plats traditionnels pour relever le goût des plats souvent faits à base de féculents. Et il a également un arôme très particulier qui est bien connu des personnes qui aiment la cuisine antillaise ou africaine. Donc au Mexique, il est cultivé des variétés de type Apaseo qui présentent une couleur brune à maturité. En effet, les piments sont consommés fumés. Et le fait d'utiliser ces variétés permet de présenter par le cuisinier les piments déjà avec l'aspect fumé très rapidement.
Alors en Hongrie, c'est un type de piment qui est bien prisé, qui s'appelle type Soroksári. Et donc dans ce pays, ils aiment bien consommer les poivrons qui sont bien frais, blancs et sucrés, avant maturité. Et c'est à ce moment-là qu'ils les récoltent pour croquer dedans comme dans une pomme. Donc ces types variétaux de piments correspondent bien à des usages différents. Et l'homme a sélectionné au fur et à mesure des variétés. Il a également adapté des systèmes de culture spécifiques correspondant à ces usages. En Hongrie, il est cultivé des variétés de piments qui sont destinées à la conserverie industrielle. C'est des variétés qui s'appellent type Kalocsai et qui poussent en grappe à croissance déterminée et qui sont mis en place en rang très serré pour pouvoir procéder à une récolte mécanique. Il y a aussi en Espagne la variété type Topepo Rostro, qui est un poivron à chair très épaisse, ferme, et qui est aussi destiné à la conserverie. Le troisième type variétal correspond au piment condiment. Voilà, Ici, on va arrêter c'est le là. caractère brûlant du piment qui est le plus souvent recherché. Capsicum contient en effet un alcool. Voilà. Le clip vidéo dure 7 minutes, on ne va pas le projeter en entier aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par ce clip, vous pouvez aller le voir sur le site web de Cultivar. Voilà. Est-ce que Véronique est toujours en visio avec nous pour lui dire au revoir ? Voilà, donc c'était pour vous expliquer que si vous rejoignez la communauté Cultivar, Cultivar peut vous aider à créer des produits pédagogiques tels que ceux qu'on vient de voir là. Véronique, tu voulais ajouter un mot de la fin ? Que c'était une belle aventure, que j'espère qu'on va bientôt faire le 3e clip. Et là, même si Anne-Marie est en retraite, je pense pouvoir dire qu'elle est prête à continuer l'aventure. Je ne l'ai pas interrogée récemment, mais voilà. Et alors, Cultivar, c'est pas du tout pour faire de la pub pour Cultivar, mais pour nous, c'est aussi un moyen de coordonner un peu des actions d'enseignement et de discuter aussi au sein de l'unité sur qu'est-ce qu'on a envie de transmettre, quelle est notre identité, quelle est notre particularité et comment on veut le transmettre. Et puis peut-être former des futurs scientifiques qui aimeraient travailler avec nous, et des personnes qui aient les compétences qui pourraient répondre à nos besoins. Voilà. Donc c'est de ce style-là. Maintenant, l'expérience vidéo, c'est la première fois qu'on vit ça dans l'unité et je suis certaine que d'autres personnes de l'unité souhaiteraient aussi faire des vidéos de ce style, notamment sur l'aubergine, qui est une espèce très importante à la fois pour l'Asie et pour l'Afrique. Et ça pourrait être aussi un excellent sujet de vidéoclip avec des histoires tout à fait singulières sur l'origine de l'aubergine et les différentes utilisations de l'aubergine, par exemple. Des aubergines, je dirais même, parce qu'on ne consomme pas les mêmes aubergines en Europe qu'en Afrique. Donc, je pense que nous, on est prêts à continuer l'aventure. Maintenant, on sait bien qu'il faut se partager les ressources d'Agnès, notamment, qu'elle ne va pas passer sa vie au GAFL, mais que si elle veut revenir au GAFL faire d'autres choses, on est tout à fait ouvert à l'expérience, à l'idée. D'accord, le message est entendu. Merci Véronique et merci d'avoir pris le temps. Je sais que tu avais une journée très chargée aujourd'hui et on te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Nous arrivons bientôt à la fin de cette matinée. Est-ce qu'on peut revenir sur le PowerPoint ? Ouais, fabuleux. Bien. Donc là, je vais demander à Jean-Marc Lacappe de me rejoindre. Il va vous faire un point sur les modules Cultivar déjà réalisés et il va également vous parler des stages. Bien, bonjour à tous. Il est moins 10, je vais aller vite. Pour vous donner quelques éléments un peu de bilan et de perspective par rapport à deux aspects, les produits pédagogiques, on en a vu certains, et puis les accueils d'étudiants. Donc là, vous avez une capture d'écran de la page produit du site web Cultivar.
dans laquelle on a pour chacun des modules quelques éléments d'information. Donc, vous l'avez compris, ce sont des modules élaborés par les chercheurs de la communauté d'Agropolis, en liaison étroite avec les enseignants qui sont en charge des curriculums auxquels on s'adresse, en l'occurrence les masters de l'université de Supagro, et avec l'appui du projet sur des différents aspects financiers, bien sûr, mais aussi de logistique, de pédagogie, etc. Donc tout ça, ce sont pour les chercheurs un certain nombre d'avantages qu'on doit examiner par rapport à leur implication dans le projet, en termes de transmission de leurs connaissances, de leurs résultats, en termes d'opportunités d'échange de ces chercheurs, à la fois entre eux et avec les enseignants, avec les étudiants, bien sûr, et en termes de professionnalisation sur un plan pédagogique de ce qu'on peut faire. Donc je vais rapidement passer les modules qui ont été mis en place. Je vous rappelle que la communauté de Cultivar, ce sont ces unités du LabEx Agro que vous connaissez, et un certain nombre d'autres qui sont pas dans le périmètre de départ, mais qui sont impliqués sur différents modules. Les modules qu'on met en place, ils sont mis en œuvre soit au niveau des 2 années de master du master CEPMET de Supagro, donc ce sera en vert, soit du master biologie des plantes BP de l'Université de Montpellier, ce sera en bleu, soit des modules de type école thématique, école chercheur. Donc rapidement, je vais passer les 8 qui sont déjà mis en place ou qui vont être prochainement mis en place. Donc ce sont des choses que vous avez déjà, pour beaucoup d'entre eux, entendues. Donc c'est un module qui va être mis en place à l'automne sur l'amélioration des plantes tropicales et méditerranéennes, avec un certain nombre d'intervenants que je vais reprendre à chaque fois, que je vais signaler à chaque fois, au niveau du Master 1 de l'université. Celui-ci, il est aussi, c'est en pointillé parce qu'il n'est pas encore fait. Ce sera pour l'automne, comme Claire vous en parlait tout à l'heure, donc avec des implications de différentes personnes de différentes unités. Ça, c'est un point important. La plupart du temps, vous voyez qu'il y a plusieurs flèches qui mettent en avant donc l'interaction de chercheurs de différentes origines, de différentes unités dans ces modules. Un module qui s'est déjà passé au niveau des M2, c'est pour ça qu'il y a 2 traits qui entourent, de l'université sur les omiques comparatives. Je les passe rapidement en revue. Un autre sur les systèmes racinaires qui a mobilisé des collègues de différentes unités, y compris Laurent Laplace qui est basé au Sénégal. Sur les fruits et légumes, on vient d'en parler. Celui qu'anime Dominique Thys, donc au sein du master CEPMET Supagro, qui est aussi un module important par le volume que ça représente. Il est en anglais. Un module sur l'initiation à la découverte de ce qu'est la diversité génétique au travers de l'exemple du riz, et en prenant pour appui donc le séquençage des génomes de riz, donc, qui est animé par Jean-Christophe et Claire. Et je crois que c'est le dernier, donc un module qui était un module doctoral au départ, qui s'est transformé en école thématique internationale, qui s'est tenue la semaine dernière, co-organisée par AGAP et le LEPS. Donc voilà, ce sont des choses déjà faites ou qui sont vraiment à mettre en place prochainement à l'automne. Et ce que je voulais montrer ici, c'est au travers de cette toile d'araignée, c'est qu'il y a donc pour un même module, comme je le disais tout à l'heure, des chercheurs de différentes unités qui se mettent ensemble. Des chercheurs d'une même unité contribuent à beaucoup de modules, évidemment, et en particulier AGAP, dont l'amélioration des plantes est bien sûr un thème central. AGAP s'implique dans beaucoup de modules. Et donc un ensemble une communauté, on va dire, d'intervenants dans ces modules qui, je crois, est un bon exemple de partage, de mise en commun, de gens qui vont s'impliquer ensemble pour mettre en place des choses. Alors maintenant, vous l'avez compris, on est ici aussi pour essayer de motiver, même s'il n'y a pas beaucoup de monde dans l'amphi, de motiver nos collègues pour aller vers davantage de produits,
Donc il y a des choses qui sont plus ou moins concrètes. Celles-ci sont assez bien avancées. Donc Célim et Mathieu vont mettre en place ce module sur les enjeux juridiques, sociétaux et politiques autour des ressources génétiques végétales. On a Jean-Luc Verdeil a des choses sur la biologie intégrative. L'épigénétique est aussi un sujet sur lequel on a des gens à mobiliser. Et puis, au sein d'AGAP, des choses sur les fruitiers méditerranéens. Mais on doit aussi penser à d'autres domaines en lien avec l'amélioration des plantes qui sont très importants. Donc, j'en cite ici 3 où il y a eu à un certain moment des intentions, c'est pour ça qu'il y a des noms qui sont mis, de certaines personnes à pouvoir s'impliquer sur certaines thématiques en relation avec l'amélioration des plantes. Donc tout ça, je l'ai dit, ce sont des chercheurs de la communauté d'Agropolis, des unités de recherche, en liaison très forte, autant que faire se peut, avec nos partenaires au Sénégal, donc l'UCAD, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'École nationale agronomique de Thiès au Sénégal, l'Université de Hanoï et les dispositifs de recherche du CIRAD et de l'IRD, donc que ce soit au Sénégal, Yavao et Labs, ou au Vietnam avec le RICE. L'idée qu'on avait dans ce projet, c'était aussi de faire bénéficier nos partenaires dans ces pays d'une certaine forme d'exportation de nos produits pédagogiques ou de partie de ces produits. Donc on est, après une première année où on était quand même concentré sur Montpellier, on va essayer dans l'avenir de prendre cet aspect plus en charge. Deuxième point, et après j'aurai fini, c'est de vous dire un mot sur le fait qu'on accueille et qu'on finance des séjours en France d'étudiants étrangers. Donc ce sont des bourses complètes de 2 ans. Donc ça représente quand même 25 000 € par étudiant. 3 du Sénégal, 3 du Vietnam, ça c'était en 2016-2017. Ils vont faire leur deuxième année 2017-2018. On a 5 bourses qui démarrent au mois de septembre pour 4 Sénégalais et un Vietnamien. Donc on aura soutenu pendant le projet 6 et 5, 11 étudiants étrangers pendant 2 ans pour faire leurs études en France. Entre parenthèses, il n'y a pas de bourse de thèse dans le cadre du projet Cultivar. Et on a introduit, à la demande de nos partenaires étrangers, donc du Sénégal en particulier, on a introduit une certaine forme de réciprocité où on soutient aussi des séjours d'étudiants français chez eux, donc au Sénégal ou au Vietnam. Donc on a commencé on a commencé doucement avec 2 étudiantes françaises qui étaient à Hanoï, qui viennent juste de rentrer, qui ont passé 3 mois à Hanoï. Et on va soutenir 5 étudiants français en 2017-18 et 5 en 2018-19. Donc ces étudiants de 2016-17, vous avez les photos là. Il y a 3 Sénégalais qui sont actuellement en stage à Diad, à Avignon et à BPMP, à la Gaillarde. Il y a 3 Vietnamiens, donc Hongan, dont on a parlé tout à l'heure, qui est avec Jean-Pierre. Hongan, qui est à Diad, avec Marilyn Debieux. Et Duc Tam Mai, qui est avec Françoise Gosti à BPMP. Et donc nos 2 étudiantes françaises qui viennent juste de rentrer, Kelly et Marlène. Et donc, nous aurons, pour cette année universitaire 2017-2018, nos 5 étudiants étrangers qui rentrent en M1, les 6 étudiants de l'année dernière qui passent en M2 et les 5 français. Donc il y aura 15 stages soutenus par Cultivar pour lesquels on va faire un appel au peuple, pour ceux que ça intéresse, de proposer des sujets de stage. Donc il y en aura 5 à l'étranger et 10 en France, qui vont être sponsorisés, entre guillemets, par le projet. Voilà, donc en résumé, on espère que vous aurez compris que vous, chercheurs, vous avez à gagner en rejoignant Cultivar, parce qu'on se mobilise dans ce projet pour vous aider dans un des volets de votre activité qui consiste à la formation. Il y a un site web qu'on essaie de tenir à jour, et puis écrivez-nous bien sûr, et puis voilà. Bienvenue dans le projet si vous le souhaitez.
Merci Jean-Marc. Donc cette matinée s'achève. Je voudrais remercier nos 6 grands témoins de la matinée, remercier la management team qui était là pour répondre à vos questions, remercier aussi Nathalie Pivot qui nous a aidé à monter l'événement, ainsi qu'en régie Jean-Pierre et Saïd. Et je vous rappelle qu'il y a un bon buffet qui vous attend juste à l'extérieur de la salle. Vous êtes cordialement invités pour poursuivre la discussion. Merci à tous.